Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, divers sujets alimentent l'actualité ces derniers jours au Bénin. Il s'agit notamment de l'affaire récépissée du parti Le Libéral et la relecture du code électoral. Vous suivrez les analyses d'un observateur politique sur ces sujets en début d'édition. Les salutations ont une importance capitale dans les relations humaines. Elles facilitent les échanges. Aujourd'hui, ce rituel s'occidentalise et tend progressivement à sa disparition. Plus de précisions dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale en RDC, le verdict du procès d'Augustin Matata Ponyo est tombé ce mardi. L'ancien Premier ministre écope de 10 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Une variété de sujets fait la une de l'actualité ces derniers jours au Bénin. Une affaire de corruption présumée accable un parti politique. Récemment porté sur les fonds baptismaux, il s'agit du parti Le Libéral, présidé par Richard Boniworou. Cette affaire qui défraie la chronique a fait réagir respectivement le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En effet, des révélations ont été faites au travers de la déclaration et dans le même temps, à moins d'un an des élections générales de 2026, les débats politiques s'animent autour du code électoral. Suivons ici les analyses d'un observateur de la vie politique sur ces sujets. Une arrestation de plus, et une arrestation qui fait honte. Au-delà de tout, c'est une honte pour notre pays. Qu'un homme arrivé en politique avec tambour et trompette se soit mêlé d'une manière ou d'une autre à une affaire qui a conduit à son arrestation. Vraiment, je suis vraiment au regret. Et je me demande comment faire la politique au Bénin. Et ceux qui doivent faire la politique au Bénin, ils doivent pouvoir se mirer plusieurs fois avant de s'engager en politique au Bénin. D'abord, j'ai appris qu'il a reconnu avoir remis un montant important, une importante somme aux agents de l'administration béninoise. Ce qui n'est pas... Parce que bon, c'est vrai, nous sommes dans un pays où la générosité est de mise. Lorsque quelqu'un vous demande service ou que vous rendez service à quelqu'un, ou vous demandez d'autres, on a souvent l'habitude de vous faire de petits gestes. Mais ici, le montant est tellement important qu'on ne peut pas ne pas penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce que moi je vais lui reprocher, c'est de lui dire qu'est-ce qui presse, pourquoi il est pressé d'aller vite, pourquoi il ne peut pas prendre le temps nécessaire pour constituer un dossier en bonne et due forme et faire les formalités telles que cela se doit et s'attendre à l'obtention d'une récépissé dans les conditions requises. C'est ce que moi je vais lui reprocher ça. Parce que c'est comme il a voulu aller très vite et ça a mal tourné. On a vu dans ce pays des partis politiques qui ont déposé des dossiers et qui ont fait des mois, voire même une année, à corriger, à repartir, à revenir, à revoir les tests, à revoir la constitution de tel ou tel autre comportement du parti. Mais pour lui, on n'a même pas entendu quand est-ce qu'il a déposé les dossiers. On a seulement appris, nous avons obtenu le récépissé. Eh bien, la sortie médiatique, la dernière pour le parti Les Démocrates, je pense qu'il y a longtemps que ce parti est en train de tiner sur la sonnette d'alarme en ce qui concerne le code électoral. La société civile, beaucoup d'autres confessions religieuses ou autres ont tiré sur le code d'alarme. Et ça a amené la modeste personne que je suis à m'intéresser un peu au code électoral. Et à y voir de près, je dis, il y a beaucoup de choses dedans qui font qu'on a toutes les raisons de revoir ce code-là. Parce que lorsqu'on dit 20% pour chaque parti politique et qu'à côté en même temps, on dit 10% pour les partis qui vont aux élections avec une alliance de gouvernance. Ça c'est... je ne sais pas, hein, on n'a pas besoin d'aller faire le droit pour voir que ça ne peut pas tenir. Parce que il y a combien de partis politiques? Il y a combien qu'il faut faire alliance? Parce que quand on veut confectionner
une loi, il faut tenir compte de certains paramètres. Il y a combien qui peuvent se mettre en alliance? Bon, admettons même que c'est possible. Est-ce que ces deux partis qui sont en alliance aujourd'hui sont vraiment sûrs d'obtenir au moins 10% dans toutes les circonscriptions? Ils sont sûrs. Qu'est-ce qui les rassure? Qu'est-ce qui les rassure? On doit se poser cette question-là. Et s'il advenait que dans une circonscription, par exemple, il y a un parti qui rate les 10% et que l'addition des pourcentages des deux partis ne fait pas 20%. Et que de l'autre côté, il n'y a personne qui ait 20% dans toutes les circonscriptions. On a dit que l'élection sera déclarée infructueuse, tel un appel d'offres. Je pense qu'il vaut mieux corriger ça et éviter qu'on en arrive là. Est-ce qu'on peut avoir des élections apaisées? La question reste posée. Or, nous souhaitons tous que les élections soient des élections apaisées. Surtout que c'est des élections, c'est une année d'élection. C'est une année, 2026, c'est une année d'élection. Donc, on souhaite tous que les élections soient des élections apaisées. Et pour ce faire, prenons les dispositions dès maintenant. Retrouvons-nous, nous sommes tous des Béninois. Retrouvons-nous, discutons et éliminons ce qu'on peut éliminer, qu'on s'entende sur le minimum et qu'on aille aux élections en paix. Autre volet de l'actualité dans toutes les sociétés africaines, la salutation occupe une place de choix dans les relations sociales. Son absence ou la baisse de sa ferveur dans un milieu africain s'interprète comme un signe de conflit entre les hommes. Cependant, sous la pression du vent de la modernité qui souffle sur le continent, ce rituel s'occidentalise et tend progressivement à sa disparition malgré ses bienfaits. Le reportage. Au Bénin comme ailleurs, les salutations sont parfois perçues comme une obligation lorsque des personnes se rencontrent pour la première fois dans la journée. Sans l'accomplissement de ce rituel, difficile d'entamer une conversation. Si en passant, je vois des personnes petites ou grandes personnes assises, bon, je les salue sans les connaître non ou pas. C'est un signe de respect. Si tu ne salues pas, on va traiter de impolitesse. Nous, les jeunes, on fait de la jeunesse et on ignore les grandes personnes. Donc, en passant, on ne les salue pas. Donc ça diminue. Pour certains, les salutations sont devenues une pièce rare au sein de la nouvelle génération. Un problème auquel il faut remédier. Hier, lorsque un jeune, un moins âgé que vous voit, c'est lui qui est le premier à aller vers vous pour vous saluer. Et lorsqu'un jeune salue, il ne doit pas tendre la main à son aîné. Il le salue. Quand nous, on était petits, pour saluer les gens, on croisait les bras pour saluer nos aînés. Que ce soit à la maison, que ce soit en ville. Quand vous voyez par exemple votre instituteur en ville, c'est vous qui courez vers lui pour le saluer, les bras croisés. Mais malheureusement aujourd'hui, ce qu'on constate, ce n'est pas tous les enfants, mais beaucoup d'enfants, vous voyez, saluent sans même pouvoir dire bonjour papa ou bien bonjour maman, dit bonjour simplement. Il y en a d'autres qui tendent la main pour dire bonjour, ce qui n'est pas normal. C'est à la limite de l'impolitesse. Des fois, vous voyez des enfants qui vous dépassent, surtout quand vous êtes dans un milieu, disons, communautaire, dans une communauté, et que vous venez, et que parce que l'enfant ne vous connaissait pas, il ne prend pas la peine de vous saluer. Ou bien parce que vous avez une apparence de quelqu'un pauvre, il ne vous salue pas. Ce qui n'est pas normal, parce que c'est par rapport à l'âge, c'est pas par rapport à la place de la personne dans la société qu'on salue. C'est par rapport à l'âge que le moins âgé vient vers le plus âgé pour le saluer. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout le monde reste debout pour dire bonjour. C'est les plus éduqués qui vous disent bonjour papa, bonjour maman, sinon bonjour, bonjour. C'est dommage parce que c'est comme une dérive de la société dans laquelle nous... Il y a une perte de valeur tous les jours que Dieu fait. Les parents ne sont plus accrochés à l'ancien système, ça part. Qu'est-ce qu'il faut transmettre? Non, il faut des sachants. Et vraiment, nous perdons tellement de choses. Vous allez en Europe maintenant, vous mourrez dans votre chambre. C'est l'odeur de votre cadavre qui va arriver, le voisin qui dit tiens, qu'est-ce que nous sentons? Appelez la police. Or ici, lorsque on ne vous voit pas passer une ou deux fois, on s'inquiète déjà. La voyager, on s'intéresse à vous. Donc c'est des valeurs
non monnayable. C'est un marqueur d'identité culturelle, c'est également une occasion de renforcement des liens sociaux, c'est également une expression de respect. Il faut saluer selon les circonstances, selon les acteurs en présence, selon le statut de l'acteur en présence. Il faut vraiment savoir comment saluer. Et cela passe par ce qu'on appelle la socialisation primaire. Lorsque nous naissons dans une famille, il y a ce qu'on appelle les rites. Ça, c'est un rite de présentation. Donc, il y a les rites profanes, c'est ce que nous faisons partout, salutations dans la rue, etc. Mais il y a les rites sacrés, c'est la salutation que nous faisons dans un lieu dédié, dans un lieu religieux, dans un couvent, comme je vais donner l'exemple. Mais il y a également cette forme de salutation qu'on peut observer partout. Et c'est une forme de respect. Donc, saluer les personnes âgées. Les salutations confirment donc l'identité humaine, l'éducation reçue et permettent l'ouverture vers autrui. Plus qu'une simple habitude, elle reste et demeure un héritage qu'il faut inclure dans son quotidien. Dans un tout autre registre, à présent en déplacement à Ouagadougou le week-end dernier, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a accordé une interview à la radiodiffusion télévision du Burkina. Un entretien dans lequel le chef du gouvernement sénégalais est revenu sur la coopération entre le Sénégal et la France. Suivons un extrait de ses propos. Nous considérons que la France est un partenaire comme tous les autres. Nous n'avons rien contre elle et nous posons des actes de souveraineté. Tous les jours que Dieu fait, nous posons des actes de souveraineté. Non pas parce que nous voulons, nous avons des griefs contre tel ou tel, mais c'est comme ça que doit marcher un pays, dès lors qu'il se dit pays indépendant. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple des bases militaires, qui sont particulièrement françaises en l'occurrence, parce que c'est le seul pays qui disposait de bases militaires. Ceci dit, en dehors de ces considérations, nous avons des relations avec la France, comme nous en avons avec le Burkina, avec le Mali, avec les États-Unis, avec la Chine. C'est des relations normales, ordinaires. Nous n'avons pas peut-être les mêmes développements entre le Sénégal et la France que ceux qu'il y a eu entre le Burkina et la France ou un autre pays avec la France. Et c'est là où chaque pays doit s'adapter par rapport à son histoire passée mais surtout présente, et nous reconnaissons à chaque pays le droit de faire ses choix. Il est impératif, parce que là je m'adresse à une certaine opinion africaine, parce qu'on se trompe souvent de combat. Il faut qu'on sorte d'une posture où c'est comme ça ou c'est rien. On a été suffisamment divisé pendant trop longtemps, et quelquefois sur des détails. Aujourd'hui, il est question de réunir tous les panafricains, tous les souverainistes, de les réunir autour du combat qui est celui de la libération de l'Afrique, de la réappropriation par l'Afrique de ses ressources naturelles, de tout son potentiel, de gagner les vrais combats, qui sont les combats de la sécurité et le combat du développement économique et social. Nous pouvons avoir des points de convergence forts, mais nous pouvons avoir quelques éléments sur lesquels, selon la spécificité des pays, les gens n'ont pas les mêmes positions. Ça ne doit pas être des facteurs de cristallisation sur des positions. Parce que si on devait regarder les points de convergence, elles sont à 95%. Maintenant, le Burkina, c'est le Burkina. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Un autre pays, c'est un autre pays. Et je réitère, nous, Sénégal, notre combat, au-delà des divergences qu'il y a, qu'on peut comprendre, c'est de tout faire pour réunir les fils et les filles d'Afrique autour d'objectifs communs, forts, pour faire face au reste du monde et aller à la conquête du monde. Et si on veut faire ça, il nous faut faire preuve de dépassement et de tolérance mutuelle sur les aspects. Personne n'est plus panafricain que quelqu'un d'autre. C'est selon les contextes que les gens s'adaptent. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a condamné ce mardi l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans des travaux forcés pour le détournement de plus de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Buka-Galanzo à la sortie de la capitale Kinshasa. C'est la fin d'une saga judiciaire qui a connu plusieurs rebondissements depuis son ouverture en 2021. Le reportage.
La case prison pour Augustin Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a condamné mardi l'ancien Premier ministre à 10 ans de travaux forcés après avoir été reconnu coupable de détournement de plus de 245 millions de dollars destinés au projet agro-industriel de Bukangalonzo. Il lui est reproché d'avoir validé des paiements surfacturés et des travaux non exécutés. L'opposant a aussi écopé de 5 ans de privation du droit de vote et d'inéligibilité. Mais pas seulement, Augustin Matata Ponyo fait également l'objet d'une interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques. Sans clore dénonce un procès politique, la Cour constitutionnelle ayant fait fi des immunités parlementaires du condamné, alors que les partisans du pouvoir vantent la fin de l'impunité. Les parlementaires ougandais ont approuvé une législation proposée par le gouvernement qui permet de mener des procès civils au sein des tribunaux militaires. Selon le projet de loi, les civils peuvent être jugés par une cour martiale si les actions qui leur sont reprochées sont perpétrées en soutien ou en association avec des individus soumis à la loi militaire. Suivant. Le Parlement ougandais a adopté mardi un projet de loi soutenu par le gouvernement pour autoriser les procès civils devant les tribunaux militaires. Le projet de loi stipule que les civils peuvent être traduits en cour martiale si les faits qui leur sont reprochés sont commis en association ou en soutien à des personnes soumises à la loi militaire. Il stipule également que les officiers présidents doivent être qualifiés en droit. Ce texte a été introduit au début de l'année après que la Cour suprême a statué que les civils ne pouvaient pas être jugés par une cour martiale, remettant en question la compétence d'officiers militaires non formés pour rendre la justice. Cependant, les figures de l'opposition, les défenseurs des droits insistent sur le fait qu'une telle loi est un effort antidémocratique à l'approche des élections prévues pour 2026. Après l'annonce surprise des États-Unis la semaine dernière, c'est au tour de l'Union européenne de lever ce mardi ses sanctions à l'encontre de la Syrie. L'UE avait déjà commencé à alléger ses sanctions depuis la chute de Bachar al-Assad, mais il s'agissait d'une levée progressive et réversible. Ce mardi, les ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles ont décidé de lever toutes les sanctions économiques. Le reportage. La nouvelle a été saluée par le gouvernement intérimaire syrien. L'Union européenne a décidé de lever les sanctions économiques imposées à la Syrie, tout en maintenant celles qui visent l'ancien régime de Bachar al-Assad. La responsable de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, s'est exprimée mardi à Bruxelles. En ce qui concerne la Syrie, les ministres ont décidé de lever toutes les sanctions économiques, tout en maintenant les sanctions liées au régime Assad et aux violations des droits de l'homme. Cette décision est réversible et conditionnée par des progrès. Il ne peut y avoir de paix sans reprise économique et nous avons tous besoin d'une Syrie stable. Tout est-il vraiment idéal dans ce pays? Non. Ce n'est pas le cas. C'est très clair, mais je pense que nous devons donner une chance au peuple syrien. La décision européenne est tombée à la suite d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres de l'Union. Le ministre syrien des Affaires étrangères estime qu'il s'agit de la suite de la levée des sanctions américaines. Il y a quelques jours, le président Trump annonçait au cours de sa tournée dans le Golfe l'allègement des sanctions de Washington contre Damas. Le Royaume-Uni a annoncé ce mardi suspendre ses négociations pour un accord de libre-échange avec Israël. Le gouvernement britannique a également annoncé de nouvelles sanctions contre des colons en Cisjordanie. Suivant. Le gouvernement britannique a annoncé la suspension des négociations de libre-échange avec Israël. Critiquant les actions militaires d'Israël à Gaza, le Royaume-Uni a pris de nouvelles sanctions à l'encontre des colonies de Cisjordanie.
C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que nous avons suspendu les négociations avec le gouvernement israélien sur un accord commercial, un accord de libre-échange. Nous allons revoir la coopération avec eux dans le cadre de la feuille de route bilatérale de 2030. Les actions du gouvernement de M. Netanyahou ont rendu cette décision nécessaire. Je dis maintenant au peuple d'Israël: je veux une amitié forte avec vous, fondée sur des valeurs communes et des liens florissants entre nos peuples et nos sociétés. Nous sommes fermement attachés à votre sécurité et à votre avenir, à la lutte contre la menace très réelle de l'Iran, contre le fléau du terrorisme et contre les méfaits de l'antisémitisme. Mais la conduite de la guerre à Gaza nuit à nos relations avec votre gouvernement. Le Royaume-Uni, la France et le Canada ont récemment condamné la gestion faite par Israël de la guerre à Gaza et de ses actions en territoire occupé de Cisjordanie. Position qualifiée par Tel Aviv de cadeau au Hamas. Un attentat suicide a ciblé un bus scolaire ce mercredi dans le nord-ouest du Pakistan, faisant au moins 4 morts parmi les enfants et plusieurs blessés selon les autorités locales. L'attaque s'est produite dans la région instable du district de Nord-Waziristan, près de la frontière afghane, une zone régulièrement frappée par la violence insurgée. C'est après moi. Un attentat suicide à la voiture piégée a frappé un bus scolaire dans le sud-ouest du Pakistan mercredi. 5 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées et 38 autres ont été blessées selon le bilan des autorités. Il s'agit de la dernière attaque en date dans la province du Baloutchistan, qui est le théâtre d'une insurrection de longue date. Aujourd'hui, dans la matinée, sur la route nationale Quetta-Kuzdar, un bus scolaire transportant des élèves a été pris pour cible. Jusqu'à présent, 6 enfants ont été tués et de nombreux autres blessés. Pour les responsables de la sécurité, il s'agit d'un attentat suicide. De nombreux groupes séparatistes organisent des attaques dans la province du Baloutchistan, y compris l'armée de libération du Baloutchistan elle-même, hors la loi, qui a notamment été désignée comme un groupe terroriste par les États-Unis en 2019. Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué l'attentat, mais les soupçons se portent vraisemblablement sur les séparatistes de l'ethnie baloutche, qui s'en prennent fréquemment aux forces de sécurité et aux civils dans la région. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.